En l'année 2025, la communauté scientifique a annoncé la détection d'une exoplanète d'une importance majeure autour de l'étoile naine rouge GJ251, située dans la constellation des Gémeaux. Ce système stellaire se trouve à environ 18 années-lumière de nous, ce qui correspond à environ 5,5 parsecs. Une année-lumière représente la distance que la lumière parcourt en un an, soit environ 9460 milliards de kilomètres, tandis qu'un parsec équivaut à 3,26 années-lumière. L'exoplanète ainsi dévoilée, nommée GJ251c, est considérée comme une super-Terre, en raison de sa masse, environ 3,8 fois supérieure à celle de la Terre. Sa découverte se fonde sur des relevés de vitesse radiale, une méthode qui mesure l'infime oscillation de l'étoile sous l'effet de la gravité planétaire. Ce résultat confirme que ce système, déjà suspecté d'héberger une première planète appelée GJ251b, est plus riche que ce que l'on imaginait. La nouvelle planète GJ251c, avec une période de révolution d'environ 53,6 jours et une distance orbitale moyenne estimée à 0,196 unités astronomiques, se situe à la lisière de la zone habitable de son étoile. Une unité astronomique équivaut à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. L'excentricité de son orbite, calculée à proximité de 0, suggère une certaine circularité, ce qui pourrait avoir d'importantes conséquences sur la stabilité climatique de cette planète. Cet ensemble de faits place GJ251c parmi les candidates potentielles à l'accueil de conditions semblables à celles que nous connaissons, bien que beaucoup de paramètres restent encore à préciser. La qualification de super-Terre correspond habituellement à des planètes dont la masse se situe entre celle de notre Terre et d'une planète nettement plus massive, comme Neptune. Dans le cas de GJ251c, la masse mesurée, soit environ 3,8 fois celle de la Terre, la place dans cette catégorie particulière. Les astronomes utilisent le terme m sin i pour signifier la masse minimale, parce que la méthode des vitesses radiales ne permet pas de connaître précisément l'inclinaison du plan orbital par rapport à notre ligne de visée. Ainsi, la planète pourrait s'avérer un peu plus lourde si son orbite est inclinée d'une certaine manière. Mais la valeur minimale demeure un indicateur fiable pour classer cet astre au sein des super-Terres. Les premières estimations issues de modèles théoriques, reprises dans le catalogue de la NASA, suggèrent un rayon potentiel d'environ 1,8 fois celui de la Terre. Comme l'on ne dispose pas encore d'une mesure directe de ce rayon, il ne s'agit pour l'instant que d'une estimation fondée sur la relation possible entre la masse et la densité des planètes de ce type. L'hypothèse retient l'idée qu'avec cette gamme de masse, GJ251c pourrait être majoritairement rocheuse ou présenter une teneur notable en volatiles, tels que l'eau ou d'autres composés, susceptibles d'influencer fortement son climat et son habitabilité potentielle. Le système GJ251 avait déjà fait la une des publications scientifiques en 2020, lorsque la planète GJ251b avait été officiellement annoncée par l'équipe de l'instrument Carmenes, un spectrographe de pointe conçu pour scruter les étoiles de type M. À l'époque, cette première planète affichait elle aussi une masse minimale avoisinant celle de la Terre, multipliée par un facteur similaire, avec une période orbitale plus courte d'environ 14,2 jours. Sa découverte avait permis de classer GJ251 parmi les systèmes intéressants à étudier en détail, car la présence d'une étoile naine rouge offre souvent des conditions d'observation plus faciles pour les astronomes en quête de signaux planétaires subtils. En effet, les naines de type M, plus petites et moins lumineuses que notre Soleil, permettent d'observer des écarts de vitesse radiale plus grands, proportionnellement à la masse de la planète en orbite. Avec l'annonce de GJ251c, la configuration globale du système se retrouve profondément remaniée, révélant un schéma à deux planètes relativement massives, toutes deux dans des orbites significativement plus resserrées que celles de la Terre autour du Soleil. Les scientifiques s'interrogent désormais sur la possibilité d'autres objets dans ce système, car la détection d'une seconde planète suggère souvent la possibilité de corps supplémentaires, éventuellement plus petits, qui pourraient être révélés par les futures campagnes d'observation. Cette étoile, GJ251, est classée parmi les naines M, également appelées naines rouges pour leur faible luminosité et leur couleur tirant vers le rouge en raison de leur température de surface plus basse que celle du Soleil. Les étoiles de ce type
peuvent afficher des températures de surface parfois inférieures à 3500 degrés Celsius, alors que notre Soleil, de type G, avoisine les 5500 degrés Celsius. Grâce à cette température réduite et à une taille plus modeste, les instruments de haute précision comme HPF, Carmenes ou encore le spectrographe Keck sont particulièrement à l'aise pour détecter de petites variations de vitesse radiale, même lorsque ces planètes ne font que quelques masses terrestres. En effet, la différence plus marquée entre la lumière de l'étoile et sa planète rend la tâche d'identification des signaux plus abordable, comparée au système de type solaire, où la planète peut passer inaperçue dans l'éclat stellaire dominant. L'annonce de la découverte de GJ 251c a immédiatement retenu l'attention des experts, car elle propose un cas très attrayant pour de futures investigations qui cherchent à déterminer la nature de l'atmosphère, la structure interne et les propriétés orbitales précises de cette super-Terre potentiellement tempérée. Il faut noter que la proximité de ce système, situé à moins de 20 années-lumière, fait de GJ 251c un excellent candidat pour des observations complémentaires. À l'échelle interstellaire, 18 années-lumière représente une distance relativement faible, car cela place la planète au sein de notre voisinage cosmique. Dans ce contexte, la mention de 5,5 parsecs permet de quantifier encore plus précisément à quel point GJ 251 est près sur l'échiquier galactique. Pour rappel, un parsec équivaut à environ 3,26 années-lumière, ce qui fait de 5,5 parsecs une distance accessible pour des études plus approfondies via de vastes projets d'interférométrie ou de spectroscopie. Ceci inclut également la perspective qu'une future mission spatiale pourrait cibler ce système avec des télescopes encore plus puissants, espérant saisir la signature spectrale d'éventuels composants atmosphériques. Les efforts de caractérisation planétaire dans les prochaines années s'appuieront sur des instruments de la génération à venir, tels que le télescope géant européen ou son équivalent nord-américain, le télescope de 30 mètres. Dans chacun de ces cas, la brièveté relative du trajet photonique en provenance de GJ 251 s'avère hautement profitable, augmentant la quantité de données nettes que l'on peut extraire des signaux détectés. Ce qui motive tout particulièrement la communauté scientifique à suivre ce système, c'est l'éventualité, à moyen ou long terme, d'entreprendre une observation directe de la planète GJ 251c. L'Observatoire européen austral prévoit par exemple de grandes infrastructures dans la décennie à venir, tandis que d'autres projets sont en cours à travers le monde. Les télescopes géants de 30 mètres de diamètre ou plus, comme l'extrêmement grand télescope européen ou le télescope de 30 mètres, seront peut-être capables de séparer la faible lueur de la planète de la lumière vive de son étoile, sous réserve d'une instrumentation adaptée à la coronographie. Cette méthode consiste à masquer l'éclat de l'étoile pour mieux distinguer la lumière réfléchie ou émise par la planète, ce qui est un défi technologique majeur. GJ 251c pourrait figurer sur la liste des cibles privilégiées, car elle se situe à seulement 18 années-lumière environ et semble être une super-Terre potentiellement tempérée. D'après les communiqués et analyses d'astrobiologie publiés en 2025, tous ces critères feraient de GJ 251c l'une des planètes les plus prometteuses au nord de l'équateur céleste, dans le sens où l'on pourrait espérer y sonder l'atmosphère si elle existe en quantité significative. L'objectif serait alors de détecter la signature de molécules comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau ou l'oxygène, et d'évaluer si une biosignature même indirecte peut se manifester. Une biosignature, c'est l'indicateur possible d'une activité biologique. Par exemple, un taux d'oxygène anormalement élevé accompagné d'autres gaz comme le méthane, dans des proportions impossibles à expliquer uniquement par la géochimie standard. Pour en arriver là, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut d'abord obtenir une caractérisation orbitale irréprochable, afin de savoir exactement à quel angle et à quel moment la planète pourrait être imagée ou spectroscopiée. Il faut également que la planète ne soit pas trop proche de son étoile, car sinon, le contraste lumineux resterait excessif, même pour les instruments de prochaine génération. Dans le même temps, si la planète est trop éloignée, ce sont nos détecteurs qui pourraient manquer de sensibilité. La situation de GJ 251c, avec une distance autour de 0,2 unités astronomiques, semble se situer dans une zone intermédiaire qui sera peut-être accessible aux grands télescopes à venir. Les chercheurs envisagent aussi des observations en différentes longueurs d'onde, notamment dans l'infrarouge, car la naine M émet une portion significative de sa lumière dans l'infrarouge proche, et une éventuelle atmosphère planétaire
pourrait y révéler des bandes d'absorption caractéristiques de molécules telles que la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone ou même des indices de méthane. D'un point de vue pragmatique, être à 18 années-lumière seulement présente l'avantage de réduire légèrement la part d'atténuation du signal, comparé à des systèmes plus lointains de plusieurs dizaines ou centaines d'années-lumière. L'enjeu est aussi de distinguer ce qui provient réellement de la planète de ce qui pourrait être un artefact instrumental ou un signal géophysique plus complexe. Lorsque l'on prétend détecter une molécule dans l'atmosphère d'une exoplanète, il faut confronter cette découverte à la possibilité de processus non biotiques, comme la photochimie. Les rayonnements extrêmes de l'étoile peuvent en effet dissocier les molécules et créer des intermédiaires chimiques inattendus. De plus, l'étoile naine M, même si elle est relativement calme, peut connaître des épisodes d'activité qui modifieront la détectabilité des composés atmosphériques. Dans ce contexte, GJ 251c pourrait servir de laboratoire inédit pour tester nos capacités technologiques et nos modèles d'habitabilité autour de petites étoiles. Les prochaines années verront sans doute un regain d'intérêt pour l'étude détaillée de sa spectroscopie, ne serait-ce que pour vérifier si la planète est bien de nature rocheuse. Si l'on combinait, dans un scénario optimiste, des données de vitesse radiale d'une précision encore améliorée, la détection fortuite d'un transit permettant de calculer le rayon, et une campagne d'imagerie directe pour analyser l'atmosphère, alors on disposerait d'un portrait très complet de cette super-Terre proche. Ce serait un coup de projecteur médiatique et scientifique sans précédent, comparable à d'autres systèmes célèbres comme Proxima b ou TRAPPIST-1, dans la mesure où on aurait à la fois la masse, le rayon, l'orbite précise et des informations sur son enveloppe gazeuse. En somme, la détection de GJ 251c reflète la conjonction d'efforts internationaux et la montée en puissance des matériels de pointe comme Carmenes, installé sur un télescope en Espagne, ou HPF, conçu pour tirer parti des télescopes nord-américains, chacun ayant ses particularités en termes de gamme de longueur d'onde, de sensibilité et de protocole d'observation. Les relevés se complètent, les courbes de vitesse radiale s'améliorent au fil des campagnes et le suivi intensif de l'activité stellaire permet d'atteindre le niveau de confiance requis pour annoncer la découverte d'une super-Terre dans la zone habitable. Présumée. Les publications officielles indiquent que la robustesse statistique de ce signal de 53 jours et demi est désormais élevée. La planète peut donc être intégrée dans les bases de données officielles, consultée chaque semaine pour des mises à jour, et on la voit apparaître comme une candidate essentielle pour les études approfondies à venir. Puisqu'elle fait partie des cibles les plus proches, elle est déjà placée sur la courte liste de planètes à potentiel de caractérisation atmosphérique. Selon les projections des équipes techniques, l'étoile GJ 251 est suffisamment brillante dans l'infrarouge pour que les futurs instruments des télescopes géants puissent appliquer une coronographie performante, améliorant considérablement les perspectives d'imagerie directe. Les années à venir seront donc déterminantes pour confirmer la nature précise de GJ 251c, affiner le moindre de ses paramètres orbitaux et, peut-être, faire un pas de plus dans la quête de mondes potentiellement habitables au-delà du système solaire. L'analyse des données accumulées continuera d'éliminer ou de valider des scénarios quant à sa structure interne, à la présence d'un champ magnétique et à sa capacité à soutenir une atmosphère capable de protéger la planète. Les astronomes, tout en restant conscients de l'incertitude qui entoure le véritable sort de cette exoplanète, se réjouissent déjà de l'occasion unique qu'offre ce nouveau monde, si proche et pourtant si mystérieux. Avec elle, la méthode de la vitesse radiale et les autres techniques actuelles jettent les bases d'une exploration plus poussée, qui mobilisera les plus grands télescopes de la décennie à venir et nourrira, qui sait, nos rêves d'une autre Terre perdue dans l'obscurité cosmique. Depuis le milieu des années 1990, la quête de mondes en dehors de notre système solaire est devenue l'un des profils de recherche les plus dynamiques en astronomie. Avant 1995, l'existence des exoplanètes relevait surtout de la spéculation, car aucune observation n'avait pu être confirmée autour d'une étoile semblable au Soleil. Or, c'est précisément en 1995 qu'une découverte majeure a changé en profondeur notre compréhension des planètes extrasolaires. Cette découverte concernait l'étoile appelée 51 Pégasi, située à environ 50 années-lumière de nous, autour de laquelle une équipe d'astronomes a détecté un objet colossal en orbite. Cet objet fut rapidement nommé 51 Pégasi b et a marqué le début d'une révolution conceptuelle. Pour la première fois,
on identifiait une planète de la taille de Jupiter, pourtant très proche de son étoile, qui effectuait une révolution complète en un peu plus de 4 jours. Cette configuration, surnommée Jupiter chaud, contredisait la pensée dominante selon laquelle les géantes gazeuses devaient se trouver exclusivement loin de leur étoile. La découverte a été rendue possible grâce à la méthode des vitesses radiales, qui repose sur l'effet Doppler, le léger décalage de la signature lumineuse d'une étoile, causé par l'attraction gravitationnelle de l'objet en orbite. Cette mise en évidence de 51 Pégasi b a démontré de façon éclatante que les planètes peuvent apparaître dans une grande diversité de configurations, beaucoup plus surprenante que tout ce qu'on avait imaginé jusqu'alors. Après 1995, les astronomes ont multiplié les surveillances d'étoiles semblables et rapidement débusqué d'autres géantes chaudes, signe que la nature n'a pas qu'un seul schéma pour bâtir des systèmes planétaires. C'est ainsi que la fin du XXe siècle et le début des années 2000 ont vu se développer une forte émulation autour de la recherche d'exoplanètes. Le passage à la nouvelle décennie a donné l'impulsion à des programmes ambitieux, aussi bien au sol que dans l'espace, afin de traquer ces astres encore invisibles. Les astronomes souhaitaient cartographier cette population planétaire de plus en plus vaste, comprendre comment elle se forme et pourquoi elle peut varier d'un système stellaire à l'autre. Les méthodes se sont donc perfectionnées. Des spectrographes plus sensibles ont été installés sur de grands télescopes, cherchant à mesurer le moindre mouvement de l'étoile causé par une hypothétique planète. Dans le même temps, la méthode du transit, qui consiste à relever une légère baisse de luminosité lorsque la planète passe devant son étoile, est devenue particulièrement puissante. Durant la décennie allant approximativement de 2000 à 2010, la sonde Kepler, lancée par l'agence spatiale américaine, a joué un rôle pivotal. En pointant en continu une zone spécifique de la Voie lactée, Kepler a obtenu une moisson sans précédent de signaux de transit. Les chercheurs ont ainsi pu découvrir une multitude de planètes confirmées, dont beaucoup ne ressemblaient à rien de connu dans notre système solaire. Parmi elles, on a vu émerger le concept de super-Terre, planète plus massive que la Terre, mais moins imposante que Neptune. Et l'on a aussi rencontré des mini-Neptunes, c'est-à-dire des planètes plus petites que Neptune, mais quand même plus grosses que la Terre. Ces deux catégories se sont révélées extrêmement courantes, flagrant contraste avec la situation autour de notre propre Soleil, où aucune planète ne se situe exactement dans ces gammes de taille et de masse. Par ailleurs, Kepler a offert un coup de projecteur sur la variété des orbites. Certaines planètes tournent en quelques jours, d'autres en plusieurs années, et on a constaté des combinaisons étonnantes de plusieurs planètes très rapprochées de leur étoile hôte. Cet afflux de résultats, obtenu pendant les années 2000-2010, a profondément modifié les hypothèses de formation planétaire, en soulignant la grande diversité de scénarios possibles pour la naissance des exoplanètes. En avançant dans le temps, on arrive à une période clé, qui s'étend de 2018 à 2025, et qui concentre beaucoup d'espoir pour la recherche exoplanétaire. Durant cette phase, plusieurs instruments et missions se sont succédés pour renforcer la précision des mesures déjà existantes. La mission TESS, par exemple, a pour but de passer en revue de larges portions du ciel pour y traquer des transits planétaires. L'idée est de repérer la diminution de la luminosité dans la courbe de lumière d'une étoile au moment où une planète lui fait de l'ombre. TESS se distingue de Kepler par sa volonté de surveiller des étoiles plus proches et plus brillantes, ce qui facilite les observations complémentaires destinées à déterminer la masse ou la composition atmosphérique de la planète découverte. En parallèle, les spectrographes installés sur des télescopes terrestres se sont tissés à un niveau de sophistication permettant la détection de planètes petites, avec des masses pas beaucoup plus élevées que celles de la Terre. Les noms de HARPS, Carmenes ou HPF reviennent souvent dans la littérature scientifique, car ils ont réussi à caractériser des planètes de plus en plus légères autour de toutes sortes d'étoiles, y compris des naines rouges et des naines plus proches du type solaire. Progressivement, on s'est approché d'une prise de conscience. La Voie lactée contient probablement des milliards de planètes, et le catalogue d'exoplanètes confirmé par la NASA a franchi la barre des 6000 tout au long de cette période. Ce chiffre, déjà vertigineux, en exclut pourtant un grand nombre ayant le statut de candidates, nécessitant une confirmation par des moyens supplémentaires. Le simple fait d'avoir réuni plus de 6000 confirmations définitives en dit long sur l'énergie déployée. Cette étape symbolise le passage d'une époque où l'on démontrait la simple existence des planètes extrasolaires à une phase de recensement massif
puis d'analyses poussées de leurs propriétés. Aujourd'hui, les spécialistes examinent de plus en plus la structure interne potentielle de ces mondes, leurs conditions de température en degrés Celsius, leur chance d'abriter un environnement stable, et surtout, la possibilité d'y repérer du dioxyde de carbone, du méthane ou d'autres molécules intéressantes pour la recherche de biosignatures. Les futures installations, spatiales ou au sol, devraient permettre d'investiguer plus finement la composition chimique et l'évolution climatique de certaines planètes, en particulier si elles orbitent dans la zone dite habitable de leur étoile. Cette zone, définie comme la région où l'eau liquide pourrait potentiellement demeurer à la surface, dépend autant de la luminosité de l'étoile que de la présence ou non d'une atmosphère protectrice et suffisamment dense. Dans le même temps, au cours de ces annonces hebdomadaires, un autre objet céleste suscite un très grand intérêt dans le monde de l'astronomie. La planète TWA7b. Celle-ci a été observée en imagerie directe grâce au télescope spatial James Webb, à l'aide d'une technique nommée coronographie. Pour bien comprendre l'importance de cette prouesse, il faut expliquer que l'imagerie directe est un exercice extrêmement difficile lorsque l'on traque des exoplanètes. En effet, la lueur de l'étoile hôte est si brillante et la planète si peu lumineuse en comparaison qu'il s'agit de distinguer une toute petite source de lumière dans l'immense éclat stellaire. La coronographie consiste à placer un masque ou un dispositif interne dans le parcours optique de l'instrument, afin d'occulter en partie la lumière de l'étoile et ainsi permettre de discerner plus clairement la faible empreinte lumineuse de la planète. C'est l'équivalent, en quelque sorte, de mettre sa main devant ses yeux pour mieux repérer une source plus discrète. Grâce à cette méthode, les astronomes ont pu saisir pour la première fois une image directe d'une planète qui a à peu près la masse de Saturne. Or, Saturne est nettement moins massif qu'une géante comme Jupiter, donc parvenir à imager un objet de cette catégorie est déjà un bond technologique majeur. TWA7b se situe approximativement à 110 années-lumière de la Terre, une distance qui reste encore modeste à l'échelle galactique, mais déjà bien supérieure à celle de GJ 251c. L'étoile TWA7 est relativement jeune, âgée de seulement quelques dizaines de millions d'années, ce qui en fait un laboratoire d'études précieux pour tenter de comprendre la formation et l'évolution précoce des planètes géantes gazeuses. Surtout, cette percée technique dans l'imagerie directe annonce de futures possibilités. À mesure que les instruments et les méthodes de traitement d'images progresseront, il deviendra envisageable de cibler des planètes de plus en plus légères, donc plus proches de la taille d'une Terre ou d'une super-Terre, tout en affinant l'étude de leurs atmosphères. Les chercheurs considèrent cette étape comme un jalon, parce que la coronographie appliquée à un objet de masse saturnienne ouvre la voie à l'analyse d'objets plus petits. C'est un peu comme si l'on venait de prouver la faisabilité d'un nouveau protocole. Maintenant que la technique fonctionne, la communauté espère la miniaturiser, la perfectionner et la repousser vers les systèmes planétaires potentiellement habitables. En parcourant la liste d'actualisations hebdomadaires dans le NASA Exoplanet Archive, on ne manque pas de constater à quel point les découvertes en 2025 sont variées. Certaines planètes, toujours repérées par la méthode de la vitesse radiale, présentent des profils bien différents, comme par exemple des mini-Neptunes, qui sont des mondes plus massifs que la Terre, souvent enveloppés d'une épaisse couche de gaz, mais moins imposants qu'une planète géante telle que Jupiter. D'autres sont des Jupiters chauds, nommés ainsi parce qu'ils orbitent près de leur étoile, affichant des températures de plusieurs centaines, voire milliers de degrés Celsius, à tel point que leurs atmosphères peuvent se révéler riches en particules métalliques évaporées. Les méthodes de transit, qui consistent à repérer la légère baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, continuent parallèlement à produire leur lot de révélations, notamment grâce aux données de télescopes spatiaux comme TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite, qui scrutent d'immenses portions du ciel. Au fil des semaines, on voit donc fleurir sur le site de l'IPAC, sur les bases de données en ligne et dans des articles scientifiques, toutes sortes de nouveaux candidats qui, une fois vérifiés, rejoignent parfois en bloc le catalogue officiel pour devenir des exoplanètes confirmées. Les équipes qui combinent la méthode des transits et la méthode de la vitesse radiale obtiennent d'excellents résultats, parce que la première donne la taille approximative de la planète, calculée à partir du rapport entre le diamètre de la planète et celui de l'étoile, ainsi que la profondeur du transit, tandis que la seconde
permet d'en déduire une masse minimale. Croiser ces deux informations donne un indice précieux sur la densité de la planète et donc sur sa composition probable. Roche, eau, gaz ou mélange plus complexe. Parmi ces 15 découvertes récentes, certaines montrent déjà des rapports masse-rayon intrigants, suggérant différentes structures internes, depuis des planètes riches en fer jusqu'à des mondes aquatiques privilégiant une épaisse enveloppe fluide en surface. Les scientifiques se passionnent pour ces subtilités et utilisent la multiplicité de ces données pour affiner peu à peu les modèles de formation planétaire. En se plongeant dans les archives qui répertorient ces trouvailles, on réalise que les méthodes de détection se sont elles aussi démultipliées. Outre la méthode des transits et celle de la vitesse radiale, on observe qu'il y a tout un éventail de techniques complémentaires, comme le micro-lentillage gravitationnel, qui permet de traquer des planètes lointaines lorsque leur étoile passe devant une autre étoile de fond. On trouve aussi des études sur des systèmes binaires d'étoiles, où les variations dans les moments de transit peuvent révéler la présence d'un troisième corps, cette fois planétaire. Dans certains cas, la période orbitale d'une planète peut être confirmée par un phénomène de synchronisation qui fait fluctuer la régularité des transits d'une autre planète dans le même système. Tous ces principes peuvent paraître un peu abstraits, mais ils sont au cœur de la diversité d'architectures planétaires relevées dans les catalogues. Les passionnés qui consultent les données de 2025 y découvriront une véritable mosaïque. Certaines étoiles hébergent des systèmes compacts avec plusieurs superterres disposés à des intervalles orbitaux très rapprochés. D'autres hébergent plutôt 2 ou 3 planètes de la taille de Jupiter, tandis que d'autres encore n'abritent qu'un unique monstre gazeux en orbite excentrique. Au niveau de ce catalogue, de nombreux passionnés de sciences et d'astronomie aiment parcourir la liste des exoplanètes en consultant Wikipédia ou les bases de données associées. On y trouve présentation, distance, masse, rayon, indice de température d'équilibre, une estimation grossière de la température de surface ou de la haute atmosphère en degrés Celsius, basée sur le rayonnement de l'étoile et la distance orbitale. On y lit aussi des hypothèses sur l'albédo, c'est-à-dire la fraction de lumière renvoyée par la planète, et sur les éventuelles conditions de surface. En 2025, la plupart de ces fiches s'enrichissent à un rythme régulier grâce au travail de spécialistes, mais aussi d'amateurs éclairés qui recensent les résultats publiés dans des journaux scientifiques avec comité de lecture. Derrière chacun de ces ajouts, il y a souvent un long travail d'observation, d'analyse de données, de vérification croisée et de rédaction d'articles dont la validation par les pairs peut prendre des mois, voire parfois 1 an ou plus pour les cas les plus délicats. TRAPPIST 1 est un système qui fascine énormément de monde, car il réunit 7 planètes qui orbitent autour d'une petite étoile dite ultra froide, c'est-à-dire une étoile dont la température de surface n'excède pas quelques milliers de degrés Celsius, bien moins que la température de surface d'une étoile comme le Soleil qui dépasse 5500 degrés Celsius. L'étoile TRAPPIST 1 est située à environ 40 années-lumière, et même si cela peut sembler lointain à l'échelle humaine, c'est en réalité relativement proche à l'échelle cosmique. Les astronomes ont découvert dans ce système pas moins de 7 planètes, et quelques-unes se trouvent dans la fameuse zone habitable, c'est-à-dire la région autour de l'étoile où il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour qu'une planète puisse potentiellement maintenir de l'eau liquide. Association de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène à sa surface, dans l'éventualité où cette planète posséderait une atmosphère adéquate. Toutes ces planètes ont une taille et une masse approximativement similaires à celle de la Terre, ce qui fait du système TRAPPIST 1 un véritable laboratoire pour l'étude des atmosphères exoplanétaires. Les scientifiques s'y intéressent de près, car les étoiles ultra-froides peuvent parfois se montrer très actives et émettre des éruptions qui risquent de faire s'évaporer ou de modifier la composition atmosphérique des planètes trop proches. Les observations de TRAPPIST 1 fournissent donc une occasion unique de découvrir dans quelle mesure des planètes de taille terrestre, aussi nombreuses et aussi serrées autour d'une étoile, pourraient conserver des conditions propices à l'apparition ou au maintien de la vie. Ce système se présente sous la forme d'orbes très rapprochés, situés quasiment les uns à côté des autres, si bien qu'un observateur sur l'une de ces planètes pourrait théoriquement distinguer les autres mondes à l'œil nu, comme de gros disques dans son ciel. Pour le grand public, TRAPPIST 1 est devenu un nom emblématique, car on voit d'emblée
l'idée d'un petit univers miniature à 7 planètes rocheuses, lesquelles intéressent à la fois les spécialistes de l'habitabilité et les spécialistes des interactions entre les différentes planètes d'un même système. Cette découverte a été rendue possible par de minutieuses observations de transit, c'est-à-dire l'étude de la baisse de luminosité de l'étoile lorsque les planètes passent devant elle. Proxima b, quant à elle, est souvent citée comme l'exoplanète la plus proche de notre système solaire, car elle tourne autour de Proxima du Centaure, à seulement 4,2 années-lumière de nous. Une distance qui paraît élevée à l'échelle humaine, mais qui, dans le contexte galactique, nous semble presque être le pas de la porte. Proxima du Centaure est une étoile de type nain rouge, bien moins lumineuse que le Soleil. Proxima b est supposée se trouver pile dans la zone habitable de ce petit astre, ou en tout cas, pas très loin de cette zone. Les estimations de sa masse la placent autour d'1,3 masse terrestre, ce qui signifie qu'elle pourrait être légèrement plus lourde que la Terre. Les études indiquent qu'il est possible, mais pas certain, que ce monde conserve de l'eau liquide en surface, si son atmosphère existe, et si son champ magnétique la protège efficacement des particules énergétiques émises par l'étoile. En réalité, Proxima du Centaure est connu pour ses fortes éruptions et son rayonnement potentiellement dommageable, ce qui soulève la question de savoir jusqu'à quel point l'atmosphère d'une planète en orbite si proche peut être préservée. On doit donc rester prudent sur les scénarios d'habitabilité, d'autant plus que nous n'avons pas encore détecté directement la présence d'eau liquide, ni confirmé qu'elle possède le genre d'enveloppe gazeuse équivalente à ce que l'on connaît sur Terre. Toutefois, l'intérêt qu'elle suscite vient en partie de sa proximité, car si un jour nous mettons au point des sondes interstellaires très rapides, Proxima b serait potentiellement l'une des premières planètes visées par une mission de reconnaissance directe. Son statut de voisine cosmique, associé à une masse proche de celle de la Terre, fait d'elle un symbole puissant qui alimente l'imagination de celles et ceux qui rêvent d'une deuxième Terre juste à côté. Kepler 452b a été présenté dans les médias de manière assez marquante, car on l'a longtemps décrite comme une sorte de cousine de notre planète. Découverte grâce au télescope spatial Kepler, cette exoplanète se situe à environ 1400 années-lumière. Elle orbite autour d'une étoile un peu plus âgée que le Soleil, mais de type relativement comparable, ce qui a favorisé le surnom de grande sœur de la Terre dans de nombreux articles de presse. Son diamètre serait supérieur d'environ 60% à celui de la Terre, et sa période de révolution est proche de 385 jours. Donc, elle met à peu près le même temps que nous pour faire le tour de son étoile. Son intérêt provient en particulier de son positionnement dans une zone potentiellement tempérée, d'où l'expression « super-Terre tempérée » qu'on utilise parfois. Mais il faut rester prudent, car une planète plus volumineuse peut avoir une gravité plus importante et, par conséquent, un environnement de surface très différent. On ne sait pas si elle est réellement rocheuse, ou si elle présente une composition plus riche en gaz. Les astronomes discutent encore de la réelle similitude de ce monde avec la Terre, notamment parce qu'il manque des mesures directes de sa densité et de la composition de son atmosphère. Quoi qu'il en soit, Kepler 452b incarne bien l'engouement que suscitent ces super-terres situées dans des conditions d'illumination rappelant vaguement notre planète, pointant toujours vers l'idée que l'on pourrait un jour trouver un monde presque jumeau qui orbite autour d'une étoile ressemblant au Soleil. HD 1849733b offre un autre visage les exoplanètes, radicalement différent de tout ce que l'on vient de décrire. Il s'agit d'une géante gazeuse, comparable à Jupiter, mais en orbite très proche de son étoile, ce qui explique qu'on la qualifie de Jupiter chaud. Cet objet, situé à environ 64 années-lumière, a fait couler beaucoup d'encre, car les études spectrales de son atmosphère ont révélé des particularités fascinantes, notamment une couleur bleue qui pourrait évoquer, de prime abord, un ciel familier. Mais les raisons de cette teinte bleutée sont bien différentes de celles qui expliquent la couleur de la Terre. Les spécialistes pensent que des puits de silicate, c'est-à-dire des composés minéraux contenant principalement du silicium et de l'oxygène, pourraient tomber dans son atmosphère sous forme de minuscules grains de verre chauffés à des températures potentiellement supérieures à 1000 degrés Celsius. Cela crée un univers très hostile à la vie telle que nous la connaissons. Mais c'est un terrain de recherche passionnant pour mieux comprendre la structure et la dynamique atmosphérique de ces géantes gazeuses extrêmement chaudes.
HD 18997-3b est souvent mentionné comme l'exemple parfait pour montrer comment l'on peut, grâce à l'étude des transits et à l'analyse spectroscopique, déduire des informations détaillées sur le climat et la composition chimique de mondes situés à des dizaines ou des centaines d'années-lumière. Cette planète est d'ailleurs souvent utilisée dans des programmes d'observation à long terme pour tester la robustesse de nouveaux instruments et nouvelles méthodes d'analyse, faisant d'elle un véritable champion médiatique de la caractérisation atmosphérique en dépit de son environnement totalement inhospitalier. WASP 121b et Kelt 9b représentent aussi deux mondes que l'on qualifie d'ultra chauds, car ils sont en orbite extrêmement serrés autour de leurs étoiles et leurs températures atmosphériques peuvent grimper à plus de 2000 degrés Celsius. Ces températures peuvent sembler inimaginables quand on les compare à la gamme de températures que nous connaissons sur Terre, qui s'étend seulement de quelques dizaines de degrés Celsius en dessous ou au-dessus de zéro. Sur WASP 121b, on a pu déceler des signatures spectrales révélant des processus chimiques intenses causés par cette grande chaleur, au point que l'on parle de la possibilité qu'un phénomène d'évaporation ou d'échappement de l'enveloppe stellaire se produise, ce qui fait que la planète perdrait dans l'espace une partie de sa masse sous forme de flux de gaz surchauffé. Kelt 9b, de son côté, se distingue par son étoile haute particulièrement chaude, beaucoup plus chaude que le Soleil, si bien que la planète atteint elle-même des températures dépassant largement 2500 degrés Celsius. On ne parle évidemment plus du tout d'habitabilité dans de telles conditions, mais ces objets se révèlent cruciaux pour comprendre les mécanismes physiques qui se produisent lorsque le rayonnement d'une étoile surchauffe une atmosphère planétaire. Les spécialistes s'en servent pour améliorer les modèles de transfert radiatif, c'est-à-dire les calculs décrivant la façon dont la lumière traverse et réchauffe une atmosphère. Les résultats de ces études nous aident également à mettre au point de nouvelles techniques d'observation, notamment la spectroscopie en haute résolution, afin de scruter encore plus finement la composition de l'air brûlant qui entoure ces planètes. L'avantage, pour ce genre de Jupiter ultra chaud, est que la proximité de l'astre hôte rend plus marqué le signal que l'on peut mesurer par la méthode du transit, la méthode du décalage Doppler, ce qui formule un cas d'école pour améliorer notre compréhension globale de la physique atmosphérique. En ce qui concerne Lalande 28185b et Barnard's Star B, il s'agit de deux exoplanètes qui se trouvent autour d'étoiles voisines à l'échelle galactique et qui suscitent depuis longtemps l'attention des astronomes, car ces étoiles sont plutôt proches du Soleil et constituent donc des cibles de choix pour étudier des systèmes exoplanétaires à relativement courte distance. Lalande 28185 est une étoile naine rouge, située à un peu plus de 8 années-lumière de nous, tandis que Barnard's Star, qui se situe à environ 6 années-lumière, est l'une des plus célèbres naines rouges de notre voisinage cosmique. Barnard's Star B a été un temps pressenti, puis controversé, puis à nouveau considéré comme une planète potentielle en orbite autour de Barnard's Star, avec une période orbitale d'environ 233 jours. Son éventuelle découverte par la méthodologie des vitesses radiales avait fait sensation, parce que Barnard's Star est l'une des étoiles les plus étudiées par la communauté des astronomes amateurs et professionnels, qui la surveillent depuis de très nombreuses années pour tenter de repérer le moindre indice de variation dans le déplacement de l'astre. À ce jour, on considère que la planète est probablement réelle, même s'il subsiste des incertitudes quant à l'exactitude de certains paramètres, comme l'excentricité ou la masse minimale. Dans tous les cas, leur statut de voisin direct fait de Lalande 28185b et Barnard Star B des cibles alléchantes pour l'avenir, notamment pour affiner les modèles de structure et d'atmosphère. Dans le cas de Barnard Star B, on a suggéré qu'il pourrait s'agir d'une super-Terre froide, avec une température de surface potentiellement très en dessous de 0 degré Celsius, étant donné l'éloignement de la planète par rapport à son étoile, nettement plus grand que celui de Proxima b. Mais la simple idée de mieux cerner un monde au sein de notre voisinage cosmique nourrit de nombreux projets de suivi intensif, car c'est en étudiant des systèmes tout proches que l'on peut espérer un jour déployer des techniques de spectroscopie directe pour analyser la composition chimique d'une atmosphère exoplanétaire. En somme, la mention de Lalande 28185b et Barnard's Star B illustre parfaitement la manière dont les astronomes traquent la moindre infime oscillation de la vitesse de l'étoile, signe qu'un compagnon planétaire de rang terrestre, superterrestre ou parfois géant est en train de graviter autour d'elle. Peu importe leur côté exotique ou non, ces planètes proches permettent d'envisager à terme des études approfondies qui pourraient donner pour la première fois
une vision directe, même si probablement très floue et à basse résolution, d'un monde extrasolaire. Ce type de perspective nourrit à la fois l'enthousiasme du grand public et la curiosité scientifique, car ces systèmes sont suffisamment proches pour que l'on puisse récolter un signal plus fort qu'avec des exoplanètes situées à des centaines d'années-lumière. Ainsi, tous ces classiques, que sont TRAPPIST 1, Proxima b, Kepler 452b, HD 1008-87C33b, WASP 121b, KELT 9b, LALAND 28185b et Barnard's Star B, forment une véritable galerie de portraits célestes, couvrant toute la variété des conditions dans lesquelles les planètes peuvent naître et évoluer. Les systèmes à naines rouges, les géantes gazeuses en orbite serrée, les superterres dans des zones habitables hypothétiques, les planètes ultra chaudes qui subissent un bombardement continu de rayons stellaires. Tout cela permet de nourrir notre compréhension des processus physiques et chimiques à l'œuvre dans la formation et l'évolution des mondes lointains. Plus important encore, ces découvertes nous rappellent que, malgré les écarts gigantesques entre ces exoplanètes et notre planète, la diversité de ces objets nous rapproche un peu plus de la question qui fascine tant l'humanité. Trouverons-nous un jour une planète véritablement semblable à la Terre, avec des océans, une atmosphère supportant la vie et, pourquoi pas, un paysage que l'on pourrait contempler à travers un appareil d'observation de prochaine génération? Pour l'instant, toutes ces planètes emblématiques, chacune à sa manière, nous montrent les étapes de la quête scientifique en marche et enrichissent notre capacité à rêver, tout en posant les bases d'une compréhension chaque jour plus fine de la dynamique des systèmes solaires. Les noms TRAPPIST 1 et Proxima b, par exemple, sont régulièrement cités pour montrer qu'il existe des mondes de taille terrestre, potentiellement tempérés, à portée d'études approfondies dans un avenir pas si lointain, dès lors que les progrès technologiques le permettront. Les géantes gazeuses, comme HD 1887C33b, servent de banc d'essai pour comprendre la physique des atmosphères exotiques, alors que WASP 121b ou KELT 9b rappellent combien la frontière entre planète et fournaise infernale peut être ténue. Enfin, LALAND 28185b et Barnard's Star B posent à contrario la question de la survie de mondes un peu plus froids ou peut-être gelés, tout en démontrant que les étoilettes proches recèlent encore de multiples secrets. L'ensemble de ce panorama illustre à merveille l'extraordinaire variété de la galaxie et nous permet de mesurer à quel point l'idée même de planète habitable recouvre des réalités qui peuvent être bien différentes du cadre terrestre. Trop chaude, trop froide, trop exposée, trop massive, trop petite, ou dans le cas idéal, c'est la coexistence de tous ces scénarios qui nourrit la recherche. Et dans cette quête, il n'y a pas meilleure vitrine que ces systèmes légendaires, tant ils représentent la preuve que non seulement les planètes hors du système solaire sont légion, mais qu'elles forment un véritable bestiaire de mondes aux propriétés déroutantes, parfois effrayantes, parfois incroyablement inspirantes, et souvent profondément fascinantes. Les étoiles de type M, souvent appelées naines rouges, possèdent des caractéristiques fascinantes qui attirent l'attention des astronomes du monde entier. Ces étoiles représentent la majorité des astres de notre galaxie, la Voie lactée, en termes de nombre. Elles sont généralement plus petites et moins lumineuses que des étoiles comme notre Soleil, ce qui implique qu'elles consomment leur combustible nucléaire à un rythme beaucoup plus lent. L'énergie qu'elles produisent, bien qu'assez modeste à l'échelle de l'univers, peut suffire à éclairer un éventuel cortège de planètes en orbite très rapprochée. Les scientifiques estiment que la zone habitable, c'est-à-dire la région où la température permettrait à l'eau, A2O, H2O, de demeurer liquide à la surface d'une planète, se situe beaucoup plus près de la surface de ces petites étoiles que dans le cas d'étoiles de taille comparable au Soleil. Cette zone, parfois appelée HZ, constitue depuis plusieurs années un terrain de prédilection pour la recherche de mondes potentiellement similaires à la Terre. Les planètes qui s'y trouvent reçoivent un flux énergétique compatible avec des températures de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines de degrés Celsius, selon leur proximité exacte et la présence éventuelle d'une atmosphère. Pour les astronomes, il est plus facile de détecter des planètes autour de ces naines M, car la taille réduite de l'étoile rend les mesures de vitesse radiale, également appelées mesures Doppler, plus sensibles. Lorsque l'on veut repérer l'influence gravitationnelle d'une planète sur son étoile, on part du principe que la planète, en orbite, exerce une légère traction qui fait osciller l'étoile d'avant en arrière.
Si l'étoile est petite, le signal produit par cette oscillation est plus perceptible, car la masse de l'astre central n'écrase pas autant celui de la planète. De même, lors d'un transit, c'est-à-dire quand la planète passe devant l'étoile depuis notre point de vue, l'affaiblissement de la lumière de l'étoile est proportionnel à son rayon, et une étoile plus menue verra une plus grande fraction de sa lumière bloquée durant le passage de la planète. Grâce à cela, les naines M offrent un contexte particulièrement propice à la recherche de planètes d'une taille voisine de celle de la Terre, car la signature de leur présence est nettement plus aisée à différencier du bruit de fond instrumental et des variations intrinsèques de la luminosité stellaire. Pourtant, ces étoiles compactes ne sont pas dénuées de difficultés. En effet, les naines M peuvent être sujettes à une forte activité stellaire, notamment sous forme d'éruptions violentes. Les astronomes les désignent souvent sous le terme de flares, c'est-à-dire des sauts brutaux de luminosité accompagnés d'intenses émissions de particules chargées et de rayonnements ultraviolets et X. De telles éruptions peuvent mettre à mal l'atmosphère d'une planète qui s'aventure trop près de l'étoile, en particulier si cette atmosphère n'est pas suffisamment épaisse ou si la planète ne dispose pas d'un champ magnétique robuste pour la protéger. Par ailleurs, à ces distances orbitales très réduites, la force de marée de l'étoile tend à maintenir la planète dans une rotation synchrone, conduisant à ce qu'on appelle parfois le verrouillage gravitationnel. Dans ce cas, un même hémisphère de la planète reste perpétuellement tourné vers l'étoile, alors que l'autre côté est plongé dans la nuit éternelle. Les conséquences sur la répartition de la chaleur à la surface peuvent s'avérer radicales, avec un hémisphère potentiellement surchauffé et l'autre glacé, à moins que de puissants vents atmosphériques ne parviennent à rééquilibrer les températures. Un autre écueil auquel les chercheurs heurtent lors de l'étude des naines M provient de la rotation de l'étoile elle-même. Certains phénomènes magnétiques sur la surface, comme les taches stellaires, peuvent engendrer des variations spectrales qui imitent la présence d'une planète. Les instruments de mesure de vitesse radiale, d'une sensibilité toujours croissante, détectent alors de vagues signaux dont l'origine peut prêter à confusion. Lorsqu'une étoile tourne sur elle-même, ces taches se déplacent dans le champ de vision et créent des décalages qui peuvent être mal interprétés comme l'effet d'une planète en orbite. Il faut donc se livrer à un travail de longue haleine pour écarter la piste d'un faux positif et confirmer l'authenticité d'une détection planétaire. Les chercheurs croisent généralement différents jeux de données, combinant des observations photométriques, c'est-à-dire la mesure de la luminosité, et des données spectroscopiques de haute précision. L'objectif est de repérer des signatures récurrentes qui, une fois associées à des calculs complexes, permettront de séparer les signaux dus à l'activité de l'étoile de ceux produits par une véritable planète. C'est dans ce cadre que la planète GJ 251c revêt un grand intérêt. Elle orbite autour d'une étoile de type M qui semble modérément active, ou peut-être même relativement calme, d'après les premiers relevés. Cette tranquillité stellaire est presque un trésor pour les équipes scientifiques, car elle laisse espérer que la planète ne subisse pas de bombardements trop violents de particules, ni d'intenses flux de rayonnements dangereux pour le maintien d'une éventuelle atmosphère. Par ailleurs, les estimations de sa masse minimale positionnent GJ 251c un peu au-dessus de celle de la Terre, ce qui suggère un monde potentiellement rocheux, sans garantie absolue toutefois, tant que nous ne disposons pas de données précises sur son rayon. Si par chance, cette planète se révélait en transit, nous pourrions observer une légère baisse de la luminosité de l'étoile à intervalles réguliers, ce qui offrirait l'occasion de calculer la taille exacte de la planète. Une fois la taille connue, on pourrait combiner ces informations avec la masse pour estimer la densité globale. L'architecture interne d'un tel objet devient alors un sujet de recherche possible, indiquant par exemple si la planète abrite un noyau métallique et une croûte solide, ou si elle contient d'importantes quantités de glace. Pour les spécialistes, l'étude de la planète GJ 251c ne fait que commencer. Les campagnes de mesure de vitesse radiale sur le long terme s'avèrent essentielles pour préciser l'excentricité orbitale, c'est-à-dire déterminer si la trajectoire de la planète autour de son étoile est circulaire ou plutôt elliptique. Un paramètre d'excentricité nettement supérieur à 0 pourrait entraîner des variations saisonnières extrêmes sur la planète, en modulant la quantité de lumière reçue au fil de l'orbite. Par ailleurs, l'analyse consciencieuse des résidus de ces mêmes mesures Doppler permet parfois de repérer la trace d'autres compagnons dans le système.
Si d'éventuelles planètes extérieures ou intérieures à GJ 251c venaient à être confirmées, cela offrirait une nouvelle perspective pour comprendre la dynamique globale du système et pour cerner les interactions gravitationnelles susceptibles de renforcer ou d'amoindrir la stabilité orbitale. À chaque cycle d'observation, les chercheurs affinent les modèles qui associent la distribution de masse, le comportement de l'étoile et les simulations de formation planétaire, dans l'espoir de dresser un portrait toujours plus détaillé de ce que pourrait être, ou ne pas être, le monde de GJ 251c. Les naines M attirent donc plus que jamais l'attention, car elles sont largement majoritaires dans la galaxie et pourraient héberger une fraction significative des planètes potentiellement habitables. Le simple fait que ces étoiles soient petites et peu lumineuses ne doit pas induire en erreur. Elles peuvent rester actives pendant des dizaines, voire des centaines de milliards d'années, ce qui laisse un temps considérable à la vie pour apparaître et se développer, si toutefois les conditions de surface s'y prêtent. GJ 251c illustre bien cet espoir, même s'il est encore trop tôt pour se prononcer sur ses capacités réelles à héberger la vie. Sa proximité relative par rapport à la Terre la rend d'autant plus intéressante, car elle est accessible au télescope terrestre comptant parmi les plus puissants du monde. Les astronomes voient en elle un banc d'essai idéal pour tester nos modèles de climat et mieux comprendre la manière dont des planètes situées dans la zone habitable d'une naine M pourraient retenir, ou non, leur atmosphère au fil du temps et développer d'éventuels processus biologiques. Dans le cas précis de GJ 251c, les futures observations photométriques intensives, réalisées par différentes installations au sol et dans l'espace, chercheront avant tout à détecter le moindre transit. La probabilité d'un tel alignement est faible, car la géométrie du système peut très bien faire que la planète passe à côté du disque apparent de l'étoile du point de vue terrestre. Cependant, la tentation est grande d'inspecter régulièrement cette naine M pour y dénicher de subtiles chutes de luminosité. En parallèle, les spectrographes de haute précision maintiendront leur veille, à la recherche de signaux cohérents sur des échelles de temps de plusieurs mois à plusieurs années. En accumulant patiemment des données, les astronomes peuvent dévoiler des détails quant à la structure interne de la planète, sa période de rotation, ainsi que la présence éventuelle de résonances gravitationnelles avec d'autres corps du système. Toutes ces informations se combinent pour former une image théorique de l'équilibre, ou, au contraire, de l'instabilité qui règne dans cette région cosmique lointaine, même si elle demeure relativement proche à l'échelle galactique.